Merci. Merci Philippe. Bonsoir à tous et à toutes. Alors effectivement, moi je vais essayer d'être très concret dans ma prise de parole et vous apporter mon retour d'expérience sur ce projet de Bellefontaine. Je rappelle en quelques mots juste Angers-Loire Habitat, hein, c'est 13 500 logements sur Angers et son agglomération. Hop, on va passer à la slide suivante. Alors, effectivement, à l'époque, on s'était posé la question, enfin la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi rechercher une labellisation, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Pour nous, ça semblait assez évident. Pourquoi? Parce que ça fait depuis maintenant, effectivement, depuis 2006, on travaille déjà sur l'intégration d'objets connectés dans le bâtiment. On avait commencé par les gestions de nos chaufferies avec notre partenaire Oui. On a ensuite télésurveillé l'ensemble de nos ascenseurs avec Getraline, le déploiement des premiers objets connectés en logement, les températures, l'hygrométrie avec Citelio, un autre partenaire angevin. Et puis, on a terminé récemment sur la surveillance aussi avec Citelio, sur les nouveaux équipements techniques type caisson VMC, vidéoprotection, désenfumage, sur l'ensemble de notre parc immobilier. Tout ça pour vous dire que chez nous, c'est déjà des choses qui ont eu le temps de mûrir, hein, dans nos têtes, la numérisation du bâtiment, avec un constat devant cette quantité d'informations recueillies, nécessité d'organiser, de sécuriser effectivement l'ensemble de ces différents projets. C'est pour cela que depuis un certain temps, on cherchait, on regardait un petit peu ce qui se passait autour de nous pour essayer de centraliser l'ensemble de ces informations-là. Depuis 2019, on a effectivement du coup participé à un groupe de travail porté par la SBA et accompagné aussi par Novabuild autour justement du bâtiment connecté et avec une proposition pour nous de se lancer sur ce label R2S avec un projet pilote sur Angers. Alors, ce projet pilote, c'est quoi? C'est avant tout un projet immobilier assez large avec une conception-réalisation avec Bouygues Immobilier, enfin Bouygues Construction, pardon, sur 51 logements et 1600 mètres carrés tertiaires. On a à la fois des logements en accession sociale, à la fois des logements locatifs et du bâtiment de bureau. On a choisi pour ce projet de pilotage de se consacrer uniquement sur le plot du milieu, qui est les 22 logements locatifs sociaux, dont 9 logements habitat senior qu'on a labellisés avec Vivalib. Je le disais, l'entreprise générale qui travaille avec nous en conception-réalisation sur ce projet, c'est Bouygues Bâtiment, avec un intégrateur qui est venu se rajouter au cours de ce projet qui s'appelle Wizome, qui est une filiale de Bouygues Bâtiment. Un bâtiment qui est bientôt à sa livraison, puisqu'on livre le bâtiment en juillet, hein, de cette année. Donc vous verrez, c'est un projet du coup qui est venu la labellisation R2S est venue se rajouter en cours du projet. C'est pour ça qu'on a vécu nous le projet un petit peu différemment sur notamment les phases études. Alors, autour de ce projet-là, on a aussi travaillé avec des partenaires qui nous ont bien aidés aussi sur cette labellisation, puisque vous verrez que une des premières une des premières problématiques qu'on a rencontrées, c'était de trouver des produits qui soient compatibles R2S, ou tout du moins une architecture produit qui nous le permet. Donc, on s'est rapproché à la fois de fabricants avec lesquels on travaille depuis des années. C'est notamment le cas d'Urmet sur la partie Ok, bah écoute, ça marche, non, j'ai pas de souci. sur la partie interphonie avec Cool, merci à HPS. toi. Bonne soirée, salut. La partie OGA sur la domotique logement avec le système EcoTouch, on y reviendra tout à l'heure. Wizome qui nous accompagne, mais aussi qui va être le gestionnaire de l'interface utilisateur. ERDF, GRDF sur la partie récupération de ces données gaz et électricité aussi, ce qui était pour nous des points très importants. Et puis d'autres, hein, Saunier Duval sur les chaudières individuelles, même si on n'a pas pu déployer l'ensemble de leurs produits. Citelio, je les ai cités tout à l'heure, aussi sur tous les capteurs qu'on peut mettre aussi sur nos VMC et nos autres équipements. Et donc d'autres partenaires qui certainement reviendront aussi sur ce projet pilote, mais après livraison. Aujourd'hui, on a décidé de travailler vraiment sur les usages de nos clients, essayer de trouver
du coup des objets connectés qui correspondent vraiment à un usage. Moi, j'aime toujours dire que la meilleure technique, c'est celle qui ne se voit pas et l'appréhension un peu low-tech de tous ces équipements techniques. Donc, on part toujours de l'usage et on regarde derrière qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Pour nous, il y avait déjà un axe fort, c'était de retrouver des logements flexibles et évolutifs avec effectivement des dispositions d'appareils qu'on pourrait bouger facilement dans notre logement en fonction de la mutabilité possible de nos logements. Donc, on s'est orienté rapidement pour tester maintenant tout ce qui est applicatif, interrupteur sans fil, sans pile, volet roulant connecté, et puis effectivement tout ce qui était le pilotage de l'éclairage aussi sans fil. Avec aussi un bouton EcoTouch là, qui nous permet de piloter l'ensemble du logement à la sortie du logement, c'est-à-dire des scénarios permettant de à la fois baisser la température du logement, fermer tous les volets, éteindre les lumières, un peu comme ce qu'on retrouve un peu dans une chambre d'hôtel. Avec le système de carte, là, c'est juste un bouton. Et puis, pareil que lorsqu'on revient dans le logement, d'appuyer, de pouvoir remettre le logement dans l'état dans lequel il se trouvait à notre sortie. Un deuxième axe qui était la sécurité des biens des personnes, puisque effectivement, c'est aussi des points qu'on a regardés, à la fois sur les DAF, les capteurs de fumée connectés, qui allaient nous donner aussi d'autres informations. On a trouvé des capteurs qui nous permettaient à la fois de faire DAF, mais aussi température et aussi hygrométrie, ce qui nous permet aussi d'avoir des informations sur la qualité d'air. On a aussi choisi d'aller mettre en place un dispositif de capteur d'ouverture de porte. Ça, c'est vraiment un petit objet connecté qui coûte presque rien, mais qui peut ouvrir derrière beaucoup de services lorsqu'on va commencer à parler de détection de présence dans le logement, alors soit d'intrusion, mais aussi d'acter qu'un enfant est bien rentré à son domicile après l'école. Enfin, il y a plein de services qu'on peut déployer juste avec un contact d'ouverture de porte. Bien sûr, la maîtrise des consommations d'énergie avec les capteurs de consommation d'électricité, pilotage du chauffage et puis le bouton départ que je vous expliquais tout à l'heure, le système EcoTouch. L'objectif est bien sûr de proposer des logements plus confortables, contrôlables, par commande vocale et à distance aussi. C'est aussi l'objet de ce logement connecté, c'est qu'on va pouvoir aussi y avoir accès à travers différents dispositifs. Alors justement, sur cette infrastructure, nous, on a fait un choix vraiment important, qui était vraiment structurant, qui était pour nous la place de l'interphonie dans notre logement. Ce qui est sûr, ce qu'on trouve dans tous nos logements collectifs, c'est un interphone. Et donc, on s'est dit, est-ce que ce réseau interphone, il peut nous servir comme squelette et structuration de notre label R2S. Donc, on a mutualisé du coup ce réseau IP qui nous sert pour notre interphone, qui va nous servir aussi comme colonne vertébrale de notre réseau R2S. Et on a essayé de développer avec les autres fabricants pour que toutes les interfaces puissent être visualisées sur l'interphone du logement. Donc, nous, on s'est dit, vraiment, l'écran du logement, en fait, c'est notre poste interphonie. Et après, pour les personnes qui veulent avoir un accès via leur smartphone ou via leur ordinateur, ils auront effectivement l'accès à l'applicatif Wizome aussi par ces moyens-là. Mais on voulait vraiment aussi que sur l'écran de l'interphonie, on puisse visualiser toutes les fonctionnalités du logement. Ce qui veut dire, par définition, du coup, des protocoles qui communiquent et des choses qu'on peut effectivement recollecter sur cette interphonie. Donc là, on voit bien l'arborescence avec des switches qui sont placés en étage, qui vont nous permettre d'administrer les droits et puis de venir connecter les différents objets qu'on trouvera dans nos logements. Donc, en équipement actif, on va retrouver vraiment dans le logement à la fois le moniteur HBS de chez Hurmet et puis notre domotique logement, enfin je l'appelle comme ça moi, pour simplifier, la petite box Oga EcoTouch qui va nous permettre de récupérer aussi tous les autres dispositifs via des protocoles ouverts. Alors, lorsqu'on regarde effectivement un peu plus dans le détail les flux de données, les interfaces, ça aussi, on l'a vraiment. Alors, nous, il faut vraiment comprendre que le projet, on l'a pris en cours. Donc, on avait déjà travaillé dans notre appel d'offres avec Bouygues Construction sur un logement connecté. Voilà, on en était resté là. Nous, on avait une ambition de se dire qu'est-ce qu'on peut faire demain comme logement connecté. Et le label R2S est venu dans un second temps. On était déjà en phase gros œuvre du projet. Donc, autour déjà des grands principes et de ce qu'on avait mis dans notre cahier des charges, on a essayé de regarder comment on pouvait se rediriger vers ce label R2S.
Alors, ça n'a pas forcément été simple au départ, mais on s'est rapidement rendu compte aussi que c'était possible et qu'il n'y avait pas réellement de barrière infranchissable pour passer en labellisation R2S. Donc ça, c'est quand même un premier point important. Après, il a fallu travailler avec l'ensemble des fabricants pour trouver soit des API permettant de communiquer avec les produits en place, ou bien effectivement des protocoles de communication. Donc, à travers cela, on a à la fois une instrumentation des parties communes avec un OGA qui nous permettra de voir nos consommations, etc. Mais ça, je passe rapidement, c'est pas là le plus essentiel. Dans le logement, on retrouve à la fois toute la connectique, les appareillages sans fil, avec du protocole Enocean qui communique du coup avec notre système OGA, où là du coup on voit bien qu'on peut avoir différents produits, mais tous ces produits-là vont permettre, via un protocole ouvert, de communiquer avec notre box domotique logement, qui est le module OGA. Donc c'est bien lui qui va venir converger toutes ces informations-là. Et puis, comment nous on va récupérer l'information du module OGA? Eh bien, via un API qui là sera desservi par son clone qui est avec un système d'échange. C'est là un petit peu où on s'est vu confronté, c'est qu'on voit bien que sur beaucoup de produits, on a quand même un système transitoire qui est la gestion d'un cloud avec des API. Donc on est obligé d'aller récupérer de l'information à un moment donné sur le cloud du fabricant via ces API-là et les réinjecter dans notre réseau R2S. On n'a pas pu squeezer ce nuage de cloud système d'échange. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des fournisseurs, par exemple, si on prend ERDF ou GRDF, eux, ils ont leur système Linky, leur système Gaspard. Ce n'est pas le label R2S qui demain va avoir force de proposition pour leur dire que directement leur compteur, on récupère l'information directement dessus sans passer par des API. L'avantage aussi, les API, c'est que c'est super facile quand même à aller se connecter dessus. Donc là, à la fois avec ERDF et avec GRDF, ben, ils nous ont donné accès à leur cloud et via des API, on récupère la donnée des clients de consommation comme un fournisseur d'énergie. En fait, hein, on se déclare auprès d'eux. Alors bien sûr, il y a tout un protocole RGPD à mettre en place avec eux, mais c'est possible directement d'aller récupérer ces informations-là. Les fabricants nous ont interpellés aussi par rapport à ça en disant qu'attention, que la donnée, des fois, qui sort de leur équipement technique, eh bien, elle est travaillée, elle est cryptée, elle n'est pas forcément exploitée en brut, et c'est au travers de leur cloud et de leur outil qui est délocalisé qui vont transformer cette donnée-là et qui vont la faire travailler. Et donc, du coup, ce qui explique aussi que parfois, on n'a pas le choix que de passer après par des API pour récupérer cette donnée qui a déjà été travaillée, en fait, par les fabricants. Et ça s'entend aussi quelque part. Donc, on voit bien qu'un certain nombre d'interfaces, on a été obligé de passer par ces API. Mais il y a aussi quand même des interfaces qu'on a pu gérer directement en direct avec ce réseau R2S. Ça soit notamment au niveau du RMET sur ces dispositifs-là. Donc, on a notre système de HBS avec l'écran où là, on a les messages et les interfaces qui sont portés aussi par l'application Wizome qui va être, elle, la centralisation de la donnée. Donc, clairement, on a nos objets connectés d'un côté. Toutes les données, on les récupère au travers de notre réseau R2S. Et cette gestion, après, elle va être exploitée par un gestionnaire. Ce gestionnaire, c'est Wizome via une supervision qui est du coup une propriété d'Angeloire Habitat. C'est là aussi que ça nous intéressait, c'est-à-dire pour nous, c'était important qu'on reste propriétaire et gestionnaire de notre donnée. Moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment aussi avec la labellisation R2S, c'est que je restais propriétaire de ma donnée. Ma donnée, je la donne en exploitation à un gestionnaire qui s'appelle Wizome, qui va l'exploiter, qui va la mettre en forme et qui va me la restituer au travers de son application mobile, au travers d'un outil de supervision et des données qu'on va pouvoir aussi afficher dynamiquement dans nos halls d'immeubles, via encore ici aussi avec l'affichage Urmet qu'on pourra mettre dans nos halls d'immeubles. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a dû relever des défis en fait pour mettre vraiment en application ce label R2S. On
comme je le disais tout à l'heure, on a réussi. Euh, Deuxième point qui était un défi aussi, c'était la méconnaissance du label des partenaires. C'est-à-dire qu'au départ, quand il y a un an, on parlait du R2S résidentiel, il n'y avait pas grand monde qui savait ce que c'était. Une obligation d'aller rechercher des partenaires, d'expliquer la démarche, d'essayer de les impliquer avec nous dans ce projet pilote. Et là aussi, on a eu vraiment aussi un écho très positif, que ce soit Urmec, que ce soit OGA, que ce soit Citelio aussi qu'on a rencontré, que ce soit Saunier Duval, même si on n'a pas pu forcément aboutir sur tout encore aujourd'hui, mais tout le monde a eu un écho positif et a souhaité jouer le jeu avec nous pour être dans cette opération pilote. Une adaptation nécessaire des fabricants pour être compatible R2S, voilà, ça c'est effectivement, une fois qu'on commence à expliquer la démarche et de dire qu'on va être propriétaire, gardien de notre donnée et que forcément il va falloir qu'on ait des moyens de récupérer notre donnée, et bien là, ça demande aux fabricants de s'adapter. Et aujourd'hui, pour l'instant, on a toujours réussi à trouver des négociations et des aboutissements de récupération de la donnée. Le point qu'on travaille encore, c'est trouver aussi une efficience dans la convergence des différents objets, des objets connectés et les solutions techniques. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi aussi, il y a un aspect économique à ce type d'activité. Et ce qui est intéressant quand on fédère l'ensemble de ces objets, bah, c'est éviter la redondance. C'est-à-dire que ça ne me sert à rien d'avoir 6 fois la température de mon logement dans différents objets. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, ma donnée température, par exemple ici, c'est mon capteur de fumée qui va me le donner avec mon hygrométrie. Eh bien, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres objets qui vont me donner la même chose. Et là, c'est aussi ça qui a dicté nos choix dans les technologies qu'on a été rechercher, les partenaires avec qui on a travaillé, pour éviter d'avoir trop de superposition de couches de mêmes produits et de mêmes données. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi du coup d'optimiser clairement nos installations techniques. Une labellisation que je dirais exigeante, mais sécurisante. Alors, ce que je veux dire par là, c'est important, c'est à la fois, c'est un label qui est technique, et ça, il ne faut pas se le cacher. Tout à l'heure, on disait qu'effectivement, il avait été un peu simplifié dans son vocabulaire par rapport au résidentiel, mais je peux vous dire que quand même, en faire lecture, ça demande un bagage technique. Voilà, il faut se faire accompagner, clairement. C'est un label qui est exigeant de par sa structuration, mais du coup qui est très rassurant pour nous, maître d'ouvrage. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que les solutions qui seront déployées, elles seront vérifiées et elles seront testées. Et ça, Philippe le rappelait tout à l'heure, mais pour nous aussi, c'est un point essentiel. On ne peut pas nous vendre du vent sur ce type de choses. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une recette à la fin, et on doit cocher toutes les cases pour valider les différents modules et cas d'usage. Donc ça, c'est vraiment très sécurisant pour la partie maîtrise d'ouvrage. Une offre de service pour moi qui reste encore à développer, ça veut dire qu'effectivement, quand on veut activer un petit peu toutes les briques de cette labellisation, alors il y a des briques qui sont assez faciles, hein, clairement, que ce soit la donnée d'énergie, etc. Bon, ça, on sait faire, hein, ce n'est pas un souci. Mais quand on va chercher des services associés, lorsqu'on va chercher effectivement d'activer toutes ces briques, eh bien là, on a du mal à trouver des partenaires encore aujourd'hui qui proposent des services labellisés R2S. Donc, ça va venir, c'est normal. C'est aussi la force de ces projets pilotes de susciter et de faire un retour d'expérience sur les usages. Et une fois qu'on aura bien cerné les usages, eh bien, on va pouvoir avoir des offres de services qui vont se déployer. Mais effectivement, on travaille encore sur essayer de vraiment trouver des cas concrets de services associés à nos équipements techniques. Et puis, le modèle économique à confirmer qui vient pour moi avec cette offre de services à développer. Tout ça, c'est un coût au logement, alors qu'on est en train de nous travailler pour essayer vraiment de le ressortir et de regarder combien ça nous aura coûté au final au logement, puisque moi, c'est noyé un petit peu dans ma conception-réalisation. Alors là, on est en train de travailler pour ressortir bien tous les éléments. Mais derrière, il va falloir trouver un modèle économique de cela. Si derrière, je ne propose pas d'usage à mes clients, si derrière, je n'apporte pas un service, la technique, elle ne servira à rien. Je n'arriverai pas à les financer. Je n'arriverai pas à trouver une rentabilité et mes locataires, ils ne voudront jamais mettre 5-6 euros par mois si derrière, il n'y a pas un usage qui leur correspond.
Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aussi travailler avec les fabricants, parce que si les fabricants, à chaque fois qu'on va les récupérer la donnée sur leur API, ils commencent à nous facturer la récupération de cette donnée, bah, ça va être aussi difficile de trouver un modèle économique. Donc, il va falloir aussi que tout le monde fasse un effort pour qu'on puisse trouver un modèle économique à installer. Alors, certainement que les services vont venir nous aider, puisqu'à un moment donné, on peut aussi se dire que un bâtiment connecté labellisé R2S va pouvoir offrir des services, et du coup, peut-être des services que nous, on pourra monnayer, et qui nous permettra aussi de financer ce type d'équipement. Je prends par exemple du portage de repas à domicile, et bien, de profiter de notre réseau R2S et notre réseau de communication permettant d'accéder du coup au logement et à une commande plus facile, bah, c'est un service qu'on pourrait peut-être effectivement essayer de monétiser. En tous les cas, il y a encore des choses à travailler sur ce côté-là. Voilà pour moi. Écoutez, je reste à votre disposition ensuite pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Merci à toutes et à tous, tous nos intervenants. On est même un petit peu en avance, non, par rapport à ce qui était prévu. François-Xavier, on démarre maintenant la séance de questions-réponses. Je veux juste m'assurer que je ne me trompe pas dans le timing, mais donc, si vous voulez, on va démarrer tout de suite par les questions-réponses. Je trouve que je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vos caméras, François-Xavier, Philippe Durand et puis Nicolas Poirier, gardez ta caméra ouverte. On a une première question un peu globale, générale, sur tout ce qui est enjeu de société avec l'exclusion. Peut-être que Nicolas Poirier, étant un bailleur social, c'est une question qu'il a abordée en partie tout à l'heure. Est-ce que le numérique dans les logements est excluant ou est-ce qu'il est intégrateur? Alors, c'est une très bonne question. Et je pense qu'il est les deux, en fait. C'est-à-dire que il est intégrateur dès lors qu'on va pouvoir offrir des services numériques à nos clients. Et par exemple, chez nous, on a mis ce qu'on appelle l'Internet social à l'ensemble de nos résidences. C'est-à-dire que tous nos habitants profitent aujourd'hui d'une offre Internet gratuite qui est intégrée dans l'offre Trip and Play qui est fait par SFR, notamment sur un réseau câblé, qui nous permet d'avoir du coup l'accès au numérique et l'accès à Internet à l'ensemble de nos résidents. Donc ça, tu vois, sur un volet comme ça, on va dire que c'est intégrant, effectivement. Et derrière, il ne faut pas que ça soit déstabilisant non plus pour les usagers. C'est plutôt dans la technicité qu'on va créer du bâtiment numérique. Clairement, on a connu ça à une certaine époque, vous savez, avec les thermostats connectés de la chaudière qui savaient tout faire, mais qui savaient tellement tout faire qu'on ne savait même pas quelle touche programmer, et c'était imbuvable le truc. Et au final, ben, on ne l'utilisait pas. Et nous, on s'est dit surtout, il ne faut pas qu'on retombe dans ces travers-là. Donc, il faut absolument que notre logement, quand on rentre dedans, bah, que ça soit un logement normal. Et là, par exemple, avec la solution Oga du thermostat, on retrouve un thermostat avec juste une molette où on met juste la température que je veux. Voilà, le truc vraiment basique. Donc, On a l'interface doit être vraiment à la portée de tous. Mais c'est exactement ça. Et si on commence, et pour moi, le bon système, c'est le système où la personne, que ce soit la mamie de 80 ans ou le jeune de 20 ans, eh bien, que les deux puissent s'y retrouver dans ce logement-là. Et nous, c'est vraiment ça notre cible. C'est-à-dire que à la fois pour les personnes qui veulent, qui sont un peu geeks et qui veulent aller au bout, eh bien, effectivement, tu vas avoir le smartphone, tu vas pouvoir piloter à distance ton logement, tu vas pouvoir voir si tes enfants ils sont rentrés chez toi, tu vas pouvoir faire plein de choses. Et puis pour la personne qui est plus âgée, eh bien, elle aura peut-être juste son bouton à la sortie de son logement qu'elle appuiera quand elle partira, et ça lui suffira. Donc, c'est juste là-dessus qu'il faut vraiment faire attention pour pas que ça soit du coup excluant pour un certain nombre d'habitants. Je voudrais un tout petit peu creuser la question parce que François-Xavier, je suppose qu'à l'échelle nationale, SBS se pose la question de l'enjeu social derrière cette question du bâtiment connecté. Comment est-ce que vous abordez cette question-là? C'est effectivement un point crucial, hein. Nicolas a parlé de l'Internet social. Alors là, dans ce projet-là, malheureusement, ça a été pris en cours de route, mais évidemment que sur ce réseau R2S, sans aucun autre investissement,
on aurait pu déployer le service supplémentaire, qui est d'ailleurs dans les 42 services de Philippe, hein, qui est l'Internet social pour tous, y compris pour des gens qui, aujourd'hui, ont du mal à boucler les fins de mois et qui, parfois, n'ont pas ni smartphone, ni tablette, ni parfois box Internet. Donc, cette notion d'inclusion nous intéresse énormément. En fait. C'est le cœur du sujet. On a, depuis des décennies, parlé de domotique en associant la domotique à du luxe, à du gadget, à des franges de population qui pouvaient se le permettre. Là, c'est l'inverse. R2S s'adresse à tous les logements d'une résidence et donc à toutes les résidences de France, en fait, hein, que ce soit en rénovation, en neuf. Et cet enjeu-là, il est gigantesque, en fait. C'est ça que nous voudrions comprendre à notre gouvernement. Il est encore resté au numérique gadget, en fait. Non, la domotique. La domotique. Le numérique aujourd'hui dont on parle, et que Nicolas vient de nous décrire parfaitement, c'est un numérique au service de tous, notamment au service de la réduction de nos factures énergétiques, par exemple. Donc là, on sent bien que l'inclusion, le reste à charge, etc., il est au rendez-vous, en fait. Donc, ça reste à prouver. Hein. Je sais qu'on en a discuté avec Nicolas à plusieurs reprises. Il faut le démontrer. Il l'a très bien dit en conclusion de sa présentation. Il y a des modèles économiques à inventer. On est au début d'une histoire, en fait. Nous, on a mis en place, je dirais, la grammaire commune. Ça y est, on peut permettre maintenant à tous les fabricants, à tous les éditeurs, à tous les bailleurs de parler le même langage. On arrête de bricoler, on arrête de faire chacun un petit bout dans notre coin. Et maintenant, il faut inventer ces nouveaux services. Il faut inventer le langage qui est au-dessus de cette grammaire, en fait. Et ça, c'est des gens comme Nicolas qui vont être confrontés à des résidents, qui vont leur dire c'est bien votre truc, mais c'est trop compliqué, ou c'est bien votre truc, mais on n'y comprend rien, qui peut nous accompagner? Et puis, tiens, ça serait pas mal d'avoir un service de portage à domicile. Bingo, on a tout ce qu'il faut. Et ça, cette démonstration-là, nous, on en est conscient malheureusement, hein, ça reste à démontrer, en fait. Donc là, il y a du travail. Oui, mais ce que l'on peut dire, c'est que toutes les solutions jusqu'alors, hein, électroniques, domotiques qui existaient, elles pouvaient être très performantes, mais elles avaient un usage qui était très limité, qui se concentrait principalement à un lot. La particularité et le chaînon manquant qui existait aujourd'hui, c'était de dire, eh bien, ces données-là, en fin de compte, elles peuvent vraiment être utilisées pour le bien collectif et pour l'usage de tout un ensemble de l'immeuble. D'ailleurs, si on prend l'exemple de l'économie d'énergie, qui est de la responsabilité parfois d'un gestionnaire de patrimoine, comment voulez-vous qu'il puisse s'engager sur des résultats de performance s'il n'a pas les informations qui peuvent être issues de chacun des logements? Il a une responsabilité environnementale, mais il n'a pas les données, il n'a pas les moyens pour le faire. Donc le chaînon manquant était bel et bien cette numérisation, cette notion de data qui n'est qu'un objet dématérialisé pour le bien-être de tous et pour l'usage de tous. Et là, je pense qu'on est vraiment sur des solutions optimisables, mais répondant aux vrais enjeux économiques, aux vrais enjeux sociétaux, mais également aux vrais enjeux souhaités par les ministères aujourd'hui, c'est de passer à l'efficacité énergétique et bénéficier du plus grand besoin, pour le plus grand besoin de tous, du numérique. Alors, on va passer à un autre sujet, hein, comme on dit à la télé, sans transition, sur la question des données. Et on a deux propos, un plus juridique. Peut-être que Bureau Veritas va pouvoir nous parler de qui est propriétaire de la donnée, comment est-ce qu'on gère cette question et de la sécurisation. Et puis, on a un propos peut-être un peu plus inquiet en disant mais de quel droit, à quel titre, les uns et les autres, vous allez pouvoir utiliser ces données-là et est-ce bien raisonnable, même par exemple nos bailleurs sociaux, de lui laisser collecter des données sur notre vie au quotidien. Il en sait déjà bien assez. Je ne vais pas en plus, avec tout ce que je laisserai sur ma domotique, sur la connexion, lui laisser plein de choses sur ce que je fais dans mes journées. Donc j'imagine qu'à SBA, vous êtes penché sur cette question parce que ça doit être un frein essentiel, important dans le développement du numérique dans le bâtiment. Alors, je ne sais pas lequel des trois a envie de répondre en premier. Moi, je ne suis pas juriste de formation, donc je regarde sous un angle technique et bienveillant malgré tout, avec l'appui de la connaissance que l'on a aujourd'hui sur le sujet. Et je suis certain que ce débat-là,
aura une autre réponse dans quelques temps parce qu'on est en train de prendre conscience dans le monde du bâtiment qu'il y a de la donnée, qu'elle existe aujourd'hui et qu'on ne sait pas ce qu'on en fait. Le côté vertueux également donc, par rapport à ces données, c'est de pouvoir se dire, je sais ce que je collecte, puisqu'on déclare et on constate ce qui est collecté, et je sais ce que je vais en faire. C'est le premier principe de la RGPD, c'est qu'il n'y ait pas un no man's land de gérer par rapport à ces données sur d'où elles viennent et ce que l'on va en faire. C'est le premier brique de la RGPD. Et à ce titre-là, est-ce que la donnée elle appartient plus à l'un qu'à l'autre? Je pense que la notion elle est en train de se perdre complètement parce qu'une fois encore, une donnée n'est qu'un objet dématérialisé que l'on va devoir maîtriser. Donc, on va commencer à vivre avec cette notion-là, c'est que la propriété matérielle a certainement une autre nuance que la propriété immatérielle. Et c'est sur ces débats-là qu'on va progresser. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, toute donnée qui sera référencée et tout usage qui sera fait sera déclaré à la CNIL pour valider effectivement qu'il n'y a pas de violation par rapport à cette donnée personnelle, à caractère personnel. Et ça, c'est important. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis assez serein. Nicolas, je suis sûr qu'en plus, vous avez des représentants de locataires qui ressemblent aux syndicats de salariés dans les entreprises, donc qui revendiquent. Donc, il doit y avoir des gens un peu attentifs à ça et qui ont dû vous cortiquer votre projet. Donc, comment vous annoncez ça et comment vous gérez ça? Alors, c'est clair que pour nous, ça a été aussi une raison pour laquelle on a été chercher à un moment donné à structurer les choses et à aller chercher une labellisation. Justement, moi, ce qui me rassure dans cette labellisation R2S, c'est qu'il y a Ah, on ne t'entend plus là. de tracer les choses et de nous accompagner sur cette stratégie RGPD, mais on va même plus loin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un travail de recueil de la donnée, qu'est-ce qu'on fait de la donnée, qui va l'exploiter, à quoi elle sert, etc. Donc c'est vrai que c'est très fin, ça nous permet vraiment, nous, de nous orienter. Et concrètement, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur, dans le bail, il y a un document, une annexe au bail, qui va décliner notre bâtiment R2S. Qu'est-ce qu'il collecte comme données chez la personne? Donc, chaque donnée, on va lui dire à quoi elle sert, comment elle est exploitée et à qui elle est retransmise. Donc, vraiment assurer toute une traçabilité de ces données-là. Après, le client, il a deux choix. Il a un choix de dire j'accepte. Et donc, du coup, si j'accepte, je vais pouvoir bénéficier des services qui sont associés. Je pense par exemple à la consommation d'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée-là? Nous, on va l'exploiter. On va la comparer par rapport à la consommation théorique qui a été calculée au départ par le bureau d'études. Et puis, on va venir informer le client à un moment donné de dire vous êtes au-delà de la cible de consommation qu'on avait estimée, ou bien, c'est bien, vous êtes plutôt en dessous. Donc, est-ce que le client il veut ce service-là, oui ou non? Et c'est à chaque fois, c'est tout ça qui va pouvoir nous dire oui, je veux, oui, je ne veux pas. Et c'est dans son bail, donc ce n'est pas obligatoire. Ce qui est bien, et c'est ce qu'on voulait aussi s'assurer dans le label R2S, c'est que si le client dit non, moi je ne veux pas exploiter, que vous exploitiez ma donnée, tout fonctionne. Tout fonctionne normalement. Mon logement, mes lumières s'allument, sauf que oui, je n'accepte pas des services à distance. Tu n'offres pas une contrepartie, c'est-à-dire vous ne voulez pas me donner les données, donc je ne vous mets pas de chauffage ni d'électricité. Non, c'est ça. Par contre, tu ne peux pas profiter des services si tu veux. C'est comme quand tu as ton Linky et que tu n'autorises pas l'exploitation de ta donnée. Tu n'as pas les services de consommation de données, c'est tout. Mais encore une fois, il faut être clair. Et je pense souvent ce qui m'a… Ah, on ne t'entend plus. Nicolas, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire dès qu'on pourra t'entendre à nouveau? À quoi on en fait usage? Voilà. Est-ce que tu peux redire ton propos à l'instant, Nicolas? Parce que le son a été coupé pendant quelques minutes et je pense que tu disais quelque chose d'important. Ah oui, excusez-moi. Donc, je disais juste que ce qui est important, c'est qu'effectivement, qu'on explique aux gens à quoi va être utilisée la donnée. Quand on explique bien à nos locataires et à nos associations de locataires pourquoi on collecte cette donnée-là, à quoi elle va servir, et que derrière cette donnée-là, elle sert pour l'usager, elle sert pour le client, elle sert à l'orienter sur la vie dans son logement.
Eh bien là, ça n'a plus de questions. Et tout le monde en est d'accord. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on a fait cette démarche-là, sur l'ensemble des objets connectés, je n'ai pas eu un refus d'un client. Je n'ai pas eu un refus. Même si les assos au départ étaient vraiment un peu vent debout sur le Linky, sur tout ça, ça s'est calmé. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué aux gens à quoi ça servait. Donc je pense qu'il y a vraiment un devoir de pédagogie et de clarté. Philippe Durand, là, on a eu une présentation d'un projet chez un bailleur social. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a une vraie effervescence aujourd'hui chez les syndics d'immobilier, donc plutôt dans la sphère privée. Quelle est la différence essentielle là, entre les deux, entre le projet qu'on vient d'entendre, on a vu l'armature, etc. Quand on s'adresse à des syndics, ça va être quoi les différences? Bah, déjà, la différence, elle est liée à la façon dont est occupé l'immeuble. Hein, auprès d'un bailleur social, c'est lui qui donne le là. Il peut donner des orientations et il va en suivre ensuite les effets. Je veux dire qu'il a la maîtrise de la totalité de la chaîne et c'est lui qui peut décider. Quand on est dans une copropriété, on a autant de possibilités de refus qu'il y a d'occupants, ou il y a autant de possibilités d'adhésion qu'il y a d'occupants. Donc, la première des choses, ça va être d'expliquer la démarche, expliquer à quoi cela sert, mais surtout, ce qui séduit une résidence de copropriété, c'est de pouvoir se dire, moi, dans ma résidence, la seule chose que je demande, c'est d'être de moins perturbé par des travaux à chaque fois qu'il y a des travaux. Eh bien, le simple fait de dire que on va tirer une bonne fois pour toutes une autoroute de l'information, qu'on ne fera pas de nouveaux percements dans l'immeuble, qu'on ne fera pas de nouveaux diagnostics amiantes, qu'on ne fera pas de nouveau de poussière, et il suffira de venir se connecter au fur et à mesure du temps que des investissements se feront, soit dans les lots privés, soit dans les lots techniques. Et bien là, la copropriété dit tout de suite, effectivement, je paye une fois et une bonne fois pour toutes, ce qui les change bien souvent dans les habitudes de devoir payer plusieurs fois des choses parce qu'elles sont faites à différentes époques. Et ça, c'est le message qui est en train d'être compris dans les copropriétés. Un réseau de communication commun à tous les lots techniques, commun à tous les occupants, de manière à éviter de tirer autant de câbles qu'il y a de lots techniques. Et ça, ils le comprennent. Et ce pas-là, aujourd'hui, c'est l'efficience, tout à fait. François-Xavier, je ne sais pas si la présidente, la pilote du groupe SBA Bretagne est encore avec nous, je regardais dans la liste, mais pareil, dans cette question privé-public, j'aimerais bien qu'on voit aussi la différence entre logement collectif et logement individuel. Qu'est-ce que vous avez dû mettre en place d'un peu spécifique pour commencer à travailler sur le logement individuel? Marie-Laetitia, est-ce que tu nous entends? Oui, je suis là, je suis là. Ah, très on bien. en est vraiment au début de la réflexion, hein, donc en fait, je vais avoir du mal à vous répondre. On a travaillé pour l'instant une seule séance dessus. On a commencé assez simplement et assez concrètement par prendre les catégories là, dont a parlé tout à l'heure Philippe Durand, une par une, et puis voir comment ça pouvait s'adapter ou non au logement individuel. Diffus, quoi, hein, j'entends. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas trop vous répondre. On est vraiment au début de la réflexion. Mais en tout cas, pour reprendre un petit peu ce que vous avez dit, je pense que ce qui va être important, effectivement, c'est qu'il y ait vraiment un intérêt pour l'occupant, qu'il y ait des usages derrière, parce que sinon, sinon on va rater le... Et cette question qu'on a vue dans le chat tout à l'heure, entre un balcon, on dirait une terrasse pour la maison individuelle, et un bâtiment connecté, s'il y a une alternative à faire, aujourd'hui, les gens ils préféreront avoir un balcon que d'avoir un logement connecté. Vous ressentez ça aussi? Alors moi, je ne peux pas vraiment encore en parler parce que malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure très justement François-Xavier, dans la smartphone, il y a quand même beaucoup de... Malheureusement, historiquement, on travaille plus dans les maisons un peu luxueuses que dans les maisons individuelles. Donc la terrasse, on l'a déjà. Donc la terrasse, la piscine, on a déjà tout.
Voilà, donc il y a un vrai enjeu, effectivement, à démocratiser tout ça. Il y a un vrai enjeu. Je pense qu'il y a une notion dont on n'a pas trop parlé, mais qui est sous-jacente, c'est qu'est-ce qui va être immobilier, qu'est-ce qui va être mobilier. Et en fait, il faut que la domotique fasse partie intégrante de l'immobilier, quoi, pour que… Et puis, ce n'est pas le coup d'un balcon quand même. En fait, Et c'est derrière… peut-être pas le coup d'un balcon. Enfin, en tout cas, on tend vers la réduction des prix, quoi. On voit bien depuis des années. Donc, là, en tout cas, on a toutes les cartes en main pour que ce ne soit plus un sujet au niveau prix. Mais bon, malgré tout, il y a quand même toujours le prix qui revient un peu dans la balance. Merci Marie-Laetitia. Tu as parlé rapidement de prix tout à l'heure, Nicolas. Est-ce que quand même tu peux, si on se figure que ça coûte le prix d'un balcon, rassure-nous, c'est un demi-balcon, c'est la rambarde, c'est quoi Non, mais pour moi, présente quoi c'est deux choses différentes. On confond un peu tout, toujours dans le logement quand on parle des surfaces, etc. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la surface d'un logement ou les équipements tels que balcons a un impact direct sur le loyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mode de financement du logement social, il est simple. C'est un prix unitaire de mètre carré qu'on applique. Donc, faire des logements plus grands, ça ne me coûte pas plus cher. Ça coûte plus cher au client. Et donc, c'est toujours la question de est-ce que le client aura la capacité de louer le logement. Donc, quand on est un bailleur social, un OPH, nous, c'est la première question qu'on se pose. Donc, bien sûr qu'on fait attention aux surfaces de nos logements. Bien sûr que tous nos logements ont un balcon ou un espace extérieur. Enfin, nous, c'est notre doctrine en Géoar Habitat. Et pour moi, la domotisation du logement, elle ne vient pas se faire au détriment d'un confort. Au contraire, elle vient apporter un confort complémentaire. Et pour pas que ça coûte aux locataires, justement, il faut qu'on trouve un modèle économique via des services qu'on va pouvoir trouver un équilibre budgétaire sur ce genre de choses. Moi, quand je prends mon bâtiment, là, d'être passé en interrupteur sans fil, etc., on a gagné en temps de pause sur le chantier. Et là, ce qui est intéressant de faire ça avec un bout de construction, c'est que lui, il sait compter les lignes. Donc, il sait nous dire tout de suite si ça coûte cher ou si ça coûte pas cher. Donc, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Le dispositif OGA qu'on met dans le tableau électrique, je veux dire, c'est pas 3 000 € que ça coûte, l'histoire, là, c'est une centaine d'euros. Donc, on ne parle pas non plus d'installation rocambolesque. Au contraire. Et là aussi, il faut bien raisonner là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a vraiment décidé sur l'interphonie de pousser et d'exploiter l'interphonie à son maximum. Parce que là encore, parfois, on achète des produits, mais on exploite 10% de la capacité du produit. Donc là, on se dit, on a un écran d'interphone dans notre logement qui nous est obligatoire pour l'accessibilité handicapée. Autant que cet écran d'interphone, on puisse l'exploiter à faire autre chose. Et bien là, déjà, le coût de l'interphone, elle est déjà un peu plus supportable. Donc, c'est plutôt dans cette dimension-là qu'on a essayé de réfléchir. Donc, le modèle économique, on va le travailler, on va regarder combien ça nous aura coûté concrètement. Pour l'instant, on ne sait pas dire. Est-ce que c'est 2 000 €, c'est 3 000 € au logement? Ce que je regarde, moi, plutôt, c'est combien ça va me coûter en gestion derrière. Et aujourd'hui, dans le modèle économique qu'on est en train de travailler avec Wizome, on est plutôt entre 5 et 10 € par mois de coût d'exploitation. Donc après, nous, on définira par si logement. on charge par logement pour Angéloire Habitat ou si c'est des choses qu'on peut répercuter auprès de nos clients au travers de services. Mais si on est sur des trucs à 30-40 € par mois, ça ne marchera jamais l'histoire. Donc il faut qu'on trouve un modèle qui, je pense, entre 5 et 10 €, c'est des choses qu'on peut faire passer. Merci beaucoup. Alors François-Xavier, on s'approche de la fin. Si tu peux faire peut-être une petite synthèse. Je retiens, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, quand je dis tout reste à démontrer, je suis vraiment sincère en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas les ultra sachants en disant à la France entière voilà ce qu'il faut faire. On n'en sait rien en fait. On avance petit à petit. Et toute cette phase de projet pilote qui vient de se terminer, c'était destiné à ça en fait. C'était d'apprendre, de voir ce qui marchait, de voir ce qui ne marchait pas, de voir ce qui était encore trop complexe et surtout de voir là où on pouvait s'améliorer.
et puis notamment dans l'argumentaire. Là, la première question qui vient à chaque webinaire depuis qu'on fait le Tour de France, c'est autour de ce modèle économique, évidemment. Et j'espère, donc ça sera peut-être un groupe de travail ou au moins une réunion qu'on pourra faire avec Nicolas dans quelques semaines, c'est l'analyse de tout ça, en disant, ben voilà, de façon constructive, voilà ce qui a été bon, voilà ce qui a été moins bon, et au niveau économique, voilà ce que ça nous a coûté réellement, et voilà ce que ça va nous faire économiser. Il ne faut pas oublier que le mot R2S, il veut dire ready to service, en fait. Et c'est ça qui a de la valeur. C'est que maintenant, Nicolas, au fil du temps, et c'est ce que disait aussi Philippe sur la logique maintenant d'une copro, c'est de dire, on a l'autoroute, on a une logique, on a un référentiel commun, on a une cohérence des données qu'on peut exploiter, qu'on peut maîtriser. N'oubliez pas que si on n'avait pas ça, c'est le monde des GAFA. Hein. Donc, moi, je veux bien qu'on ait peur de quelque chose de très structuré avec quelque chose de structurant et quelqu'un qui pilote la donnée. Mais est-ce que vous préférez ça ou vous préférez que les GAFA fassent ce qu'ils veulent dans votre logement? Donc, R2S répond à ça. Hein. Deuxième chose, sur ce qu'a dit Nicolas, je crois que ça serait très intéressant aussi de reboucler sur l'annexe dont il parlait. Ce qui est une dimension juridique qui est très importante avec R2S, avec les données notamment. Et ça, il va falloir qu'on aide, parce que là, Nicolas, il l'a réinventé quelque part, hein, mais il va falloir qu'on mette à disposition de tous les maîtres d'ouvrage qui se lancent dans R2S ce genre de modèle. Parce que voilà, il faut être efficace et l'objectif de R2S, c'était d'éviter que tout le monde bricole dans son coin. Donc, ben voilà, là, il y a eu une avancée qui a été faite avec Nicolas. On a d'autres maîtres d'ouvrage qui ont aussi avancé, notamment les promoteurs sur cette annexe. Bon, ben voilà, mettons ça en commun et essayons de voir ce qui aurait le plus de sens. Le dernier point, et ça fera une transition avec le slide que je voulais vous montrer, Nicolas a dit quelque chose de très intéressant, c'est exigeant et sécurisant. Et la phrase d'après, c'est « il faut se faire accompagner ». Et je suis convaincu, parce que là, Nicolas, il a une certaine maturité, hein, il nous l'a dit, ça fait déjà des années qu'il travaille sur ces sujets-là, mais la plupart des bailleurs, la plupart des promoteurs, la plupart des syndics n'ont pas cette maturité. Et donc, on travaille sur, et dans le label, hein, il y a toute une logique de management responsable. Il y a d'abord ce métier d'AMO, c'est-à-dire qu'en gros, le label tel qu'il est, il doit effectivement être accompagné. Alors, ça dépend évidemment de la maturité du maître d'ouvrage, mais je pense que Nicolas ne me contredira pas. Il faut se faire accompagner, on gagne du temps. L'objectif de R2S, c'est de faire gagner du temps à tout le monde, en fait. Hein. Quand on vous met un catalogue de services, bah, ça évite de partir dans tous les sens. Et en une réunion de 1h30, on a dit oui, non, pas ce service-là, pas celui-là, peut-être celui-là plus tard, mais on a gagné 3 ou 4 réunions d'échange, souvent infructueux, parce que ça part dans tous les sens, et que personne n'est capable de synthétiser quel service on veut réellement dans cette résidence. Donc, l'AMO est important. Il a parlé de Wizome, donc ça illustre parfaitement ce besoin d'intégrateur. Attention, hein, ce n'est pas magique, ce n'est pas parce que je fais du R2S que ça va être plug and play, que tout va se mettre tout va tomber en marche comme ça de façon magique. Donc, il faut de la compétence. Encore une fois, c'est une révolution, c'est une rupture forte. On passe de l'analogique au numérique. Donc, il y a malheureusement besoin d'accompagnement aussi des entreprises. Et un intégrateur vient accompagner l'électricien, vient accompagner le chauffagiste, vient accompagner le menuisier sur ces thématiques-là. Et puis le troisième, et là aussi Wizome va répondre à ça, c'est l'opérateur de service smart. C'est qu'en gros, l'objectif de R2S, ce n'est pas juste je livre et je m'en vais. C'est tout ce qui se passe après. Le coût d'un bâtiment, il est bien dans l'exploitation. Donc, la qualité de l'opérateur de service sera fondamentale dans la vie d'un bâtiment. Et pour terminer, après je te laisserai la parole Pierre-Yves sur la conclusion, on a mis donc sur l'espace collaboratif de la SBA tout un ensemble d'outils qu'on complétera évidemment au fil du temps, mais tout ce qu'on vient de dire là, et notamment la prochaine version donc, définitive du label va être sur l'espace collaboratif de la SBA, à disposition de tout le monde. Il y a une grille d'auto-évaluation aussi hein, sur le site de Bureau Veritas
qui permet à un maître d'ouvrage d'aller très vite pour évaluer un peu son projet et voir s'il est éloigné ou s'il est très proche de R2S. Des ressources en ligne. Et puis, le dernier point, donc, ce fameux Tour de France, des webinars qui sont à votre disposition. On vient d'en faire un le 13 avril là, qui est à disposition sur le site. Et puis, j'espère, un rendez-vous physique. Donc, on peut encore rêver. Mi-juin, ça paraît un peu délirant, mais on a encore un espoir. Parce que voilà, tout ça, ça suscite des débats, en fait. Ça suscite des échanges, ça suscite des discussions. Et on a envie d'aller cette heure ou 7h30 de webinar. Donc ça, c'est prévu le 15 et 16 juin à la Grande Motte. C'est également un salon qui s'appelle Depal & Connect sur tous les objets connectés dans le logement. Donc, je vous donne rendez-vous. Alors, évidemment, quand vous êtes en Bretagne ou en Pays de Loire, c'est pas la porte à côté. Mais si vous êtes motivé, n'hésitez pas. Et puis, ça sera retransmis en ligne, effectivement. Et puis, le dernier point, j'en ai parlé en introduction, on a monté aussi à la SBA Academy, avec cette volonté d'accompagner tout l'écosystème. En fait. C'est-à-dire que là, on avait la chance d'avoir Nicolas qui était déjà éduqué, qui était déjà sensibilisé. La plupart de ses confrères ne sont pas à ce niveau-là encore. Donc, à travers ces témoignages, et je remercie beaucoup, beaucoup Nicolas pour son témoignage, parce que nous, on peut parler à des bailleurs, ils ne vont pas nous écouter ou très peu. Quand Nicolas va dire ce qu'il vient de nous dire à ses confrères, à ses pairs, ça porte. En fait. Donc voilà, ces témoignages sont très intéressants. Et dans ces modules SBA Academy, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'API, on parle d'interopérabilité, on parle de labels. Et donc voilà, si vous avez vous-même en interne des besoins, si vous avez des clients qui ont des besoins, n'hésitez pas à revenir sur la SBA Academy qui peut proposer ce genre de module de sensibilisation. Donc voilà, merci Pierre-Yves pour nous avoir accueillis. Je te laisse le mot de la fin. Merci à Philippe et encore une fois, merci énormément à Nicolas pour son témoignage. Merci à SBA de cette invitation et de cette envie aussi d'agir ensemble. On l'a vu en Bretagne et donc aussi, dès que possible, nous allons relancer le groupe de travail SBA Novabuild en Pays de la Loire. Sur le sujet R2S dans le logement collectif, mais peut-être aussi sur d'autres sujets. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a un gros travail encore qui est à effectuer et on est à la disposition de la SBA pour réunir les professionnels de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement au Pays de la Loire pour continuer à travailler. Des Nicolas Poirier, il y en a d'autres, même s'il est unique, mais... Mais on a la possibilité de continuer des expérimentations avec beaucoup d'acteurs qui ont envie d'agir. Et je voulais le remercier, Nicolas, aussi pour les réponses qu'il a faites directement dans le chat pour des questions qui étaient arrivées aussi pendant nos échanges. C'est aussi cette façon de fonctionner qui fait qu'on s'entend bien entre SBA et Novabuild, c'est que les choses sont simples, directes, on répond, les questions sont posées. Et on voit bien que ce niveau de transparence que vous avez eu, même sur les difficultés, c'est quelque chose qui est important pour créer la confiance. Et je voulais terminer par ce mot-là, cette question de la confiance. Je vois qu'il y a plein de webinars pour ceux qui sont encore confinés. Ça peut être utile pour les longues soirées d'hiver qui se terminent. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci Bonne soirée, beaucoup. merci.